Imagine la scène suivante. Tu es enfin sorti de ses griffes. Tu ne réponds plus à ses messages à 3 heures du matin. Tu ne justifies plus pourquoi tu as souri à quelqu'un d'autre. Tu as bloqué ses numéros, ses faux profils, ses amis volants. Tu respires à nouveau. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Lui, celui qui te faisait croire que tu étais folle, celui qui te vidait de ton énergie, comme on vide une pile, celui qui jurait que sans lui tu n'étais rien, lui commence à s'effondrer. Pas devant toi, non, devant tout le monde. Et parfois devant lui-même, dans le silence de sa chambre, quand le masque tombe enfin. Et quand tu vas découvrir dans cette vidéo ce qui arrive réellement à un pervers narcissique quand il n'arrive plus à te détruire, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la psychologie pure, validée par des décennies de recherches cliniques et des milliers de témoignages identiques aux tiens. Tu vas comprendre pourquoi quand tu deviens intouchable, c'est lui qui commence à vivre l'enfer qu'il t'a fait subir pendant des mois, voire des années. Si tu es en train de vivre ça, en ce moment même, ou si tu veux protéger quelqu'un que tu aimes, reste jusqu'à la fin. La dernière partie va te donner les clés pour qu'il ne revienne jamais. Et si cette vidéo t'aide, ne serait-ce qu'un peu à te libérer, fais-moi plaisir, abonne-toi maintenant et active la cloche parce que je publie plusieurs fois par semaine du contenu brut, sans filtre, pour les personnes qui ont décidé de ne plus jamais se faire manipuler. On commence. Quand un pervers narcissique perd le contrôle total sur toi, il y a un instant précis, presque chirurgical, où tout bascule dans sa tête. L'instant, ce n'est pas quand tu pars en claquant la porte, ni même quand tu le bloques de partout. Non, c'est le moment où il comprend, au plus profond de lui, que plus rien de ce qu'il fera ne te fera revenir en arrière, que tes émotions ne lui appartiennent plus, que tu ne ressens plus ni peur, ni culpabilité, ni espoir déçu quand tu penses à lui. Les psychologues qui étudient le trouble de la personnalité narcissique, comme le docteur Ramani, appellent ça la blessure narcissique mortelle. Pourquoi mortelle ? Parce que l'identité entière du narcissique repose sur l'idée qu'il est indispensable, supérieur, irremplaçable dans ta vie. Quand tu deviens émotionnellement détaché, tu lui retires la drogue dont il se nourrit depuis le début, ton attention, ta souffrance, ton énergie vitale, ton amour. À ce moment-là, tu passes du statut de source principale d'approvisionnement narcissique à celui de menace existentielle. Et c'est là que son cerveau entre en panique totale. Tu vois, nous, on croit souvent que le silence ou l'indifférence va le rendre foudrage immédiatement. En réalité, il y a d'abord une phase de sidération. Il relit vos anciens messages. Il regarde tes stories en mode fantôme. Il demande à tes amis communs comment tu vas. Il fait semblant que tout va bien, mais intérieurement, il est en train de vivre un séisme. Des études sur l'imagerie cérébrale menées chez des personnes présentant un TPN, trouble de la personnalité, montrent que la perte d'une source d'approvisionnement majeure déclenche la même activité dans l'amygdale que chez une personne normale face à une menace de mort. Oui, tu as bien entendu. Pour lui, te perdre vraiment, c'est comme mourir. Ce qui est terrible, c'est qu'il ne peut pas l'accepter. Son faux self, façade toute puissante qu'il a construite depuis son enfance, commence à se fissurer. Certaines victimes ont raconté exactement la même scène. Le jour où elles ont répondu « Je te souhaite d'être heureux, vraiment ?» avec un détachement, sans colère, sans larmes, narcissique a blêmi. Un témoignage que je n'oublierai jamais, il m'a regardé comme si je venais de le poignarder, alors que je n'avais jamais été aussi calme de toute ma vie. Parce que tu viens de lui prouver que tu existes sans lui. Et ça, son cerveau ne peut pas le traiter. C'est le début de la fin pour lui. Maintenant, on passe à la phase de rage et de décompensation narcissique. Une fois la sidération dépassée, arrive la rage narcissique pure. C'est la phase où il va tout faire pour te récupérer ou te détruire une dernière fois. Messages insultants, campagne de diffamation, tentative de hovering déguisée en excuse, larmoyante ou non, menaces voilées, parfois même violence physique. Pourquoi cette explosion de rage ? Parce que son système nerveux, il est en surcharge. Des chercheurs expliquent que le narcissique pathologique vit dans un état de dysrégulation émotionnelle permanente. Quand tu lui retires sa source principale, son cortisol explose, son rythme cardiaque s'emballe. Il peut faire des crises de tachycardie, des insomnies totales, des tremblements. Certains développent même des symptômes proches du sevrage d'une drogue dure. J'ai lu des témoignages de victimes dont l'ex-PN a perdu 10 à 15 kilos en quelques semaines après la rupture définitive. Un homme a raconté que son ex-femme narcissique s'est mise à hurler dans la rue en pleine nuit, seule parce qu'elle n'arrivait plus à dormir depuis qu'il était parti. Ce n'est pas du cinéma, c'est la décompensation narcissique en direct. Faux self s'effondre et laisse apparaître le vide abyssal en dessous. À ce moment-là, il va haïr deux choses. Toi, parce que tu es la preuve vivante
qu'il n'est pas du tout puissant, et lui-même parce qu'il sent qu'il perd le contrôle. Et c'est là que tu vas voir des comportements complètement irrationnels. Il va poster des photos avec une nouvelle cible, en moins de 15 jours. Il va s'acheter une voiture tape à l'œil, qu'il ne peut pas payer. Il va raconter à tout le monde que c'est toi qui... Tout ça, c'est une tentative désespérée de remplir le vide que tu as laissé. Ça ne marche jamais longtemps. Parce que toi, tu étais sa source principale depuis des mois, parfois des années. Les nouvelles proies, il va les consommer comme des bonbons, et elles ne suffiront jamais à combler le trou que ton absence a creusé. Plus il va s'énerver, plus il va s'enfoncer. Il y a aussi des signes invisibles qu'il est en train de s'effondrer. C'est ce qu'on appelle le collapse narcissique. C'est le moment où même les gens extérieurs commencent à voir que quelque chose ne va plus du tout. Tu sais, cette façade parfaite qu'il entretenait avec tant d'efforts, elle tombe en ruine. Il commence à boire plus que d'habitude, ou à prendre des substances, ou à faire des crises de colère en public. Des amis communs te reviennent en te disant « Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il n'est plus le même ». On a aussi certains qui perdent leur travail parce qu'ils n'arrivent même plus à maintenir l'image du collègue charmant. D'autres se retrouvent avec des dettes énormes à force de dépenser pour prouver qu'ils vont bien. Un témoignage qui m'a marqué, une femme m'a raconté que son ex-PN, un homme d'affaires respecté, s'est mise à pleurer au téléphone avec son propre avocat en répétant « Elle m'a détruit, elle m'a tout pris ». Lui qui l'avait ruiné financièrement pendant des années. C'est ça le collapse. La réalité rattrape la fiction qu'il s'est construite. Le pire, c'est qu'il ne peut en vouloir qu'à une seule personne, toi. Parce que toi seul as osé dire non. Toi seul as osé exister sans son autorisation. À ce stade, certains tombent en dépression sévère, parfois avec des idées suicidaires. Sam Vaknin, un psychologue, lui-même diagnostiqué avec un trouble de la personnalité narcissique, explique que le suicide narcissique est extrêmement rare, contrairement à ce qu'il menace, mais que l'idée de mourir symboliquement en perdant leur faux self est insupportable. Donc ils préfèrent détruire tout ce qui reste autour d'eux plutôt que de regarder à l'intérieur. Maintenant, quand le collapse est bien installé, il entre dans une phase que les thérapeutes appellent l'hyperphagie narcissique. Il a besoin d'approvisionnement tout de suite, en grande quantité, et surtout sans attendre. Là où avec toi, il avait pris des semaines, voire des mois, pour t'envelopper dans le love bombing parfait, les fleurs tous les jours, les déclarations d'âme sœur au bout de 15 jours, les projets de vie commune avant même le premier mois. Il n'a plus le temps ni l'énergie pour ce scénario bien rodé. Le réservoir est vide, la panique est totale. Alors, il consomme la première personne qui accepte de lui dire « Tu es incroyable ». Et c'est là que tout devient visible. Même pour les aveugles d'hier. Les nouvelles proies sont choisies selon 3 critères seulement. Disponibilité immédiate, admiration facile, et surtout absence totale de recul sur son passé. Résultat, il tombe sur des profils de plus en plus fragiles, parfois déjà abîmés par d'autres manipulateurs. Ou au contraire, sur des personnes ultra empathiques qui vont très vite sentir le danger, ou encore sur des gens qui ont entendu parler de lui et qui acceptent quand même, parce qu'avec moi, ce sera différent. Dans tous les cas, la relation dure de moins en moins longtemps. Là où il t'avait gardé 1 an, 2 ans, 5 ans, ou beaucoup plus, les suivantes tiennent quelques mois, puis quelques semaines, puis quelques jours, voire même beaucoup moins. J'ai vu des cas documentés où le même PN enchaînait 4 relations officielles en moins de 6 mois. Chacune se terminait par une scène violente ou une fuite nocturne de la nouvelle victime. Chaque rupture éclaire le blesse davantage, parce que chaque fois, il reçoit la même confirmation. Il n'est plus capable de maintenir l'illusion assez longtemps pour que quelqu'un reste. Et surtout, les informations circulent. Les nouvelles proies, même celles qui ne se connaissent pas entre elles, finissent par tomber sur les mêmes groupes Facebook, les mêmes forums, les mêmes captures d'écran que tu avais toi-même cherché au début. Elles découvrent qu'elles ont reçu exactement les mêmes phrases d'amour copiées-collées, les mêmes promesses, les mêmes cadeaux achetés en série. Une femme a même raconté qu'elle avait reconnu mot pour mot le long message d'excuses que son nouveau copain lui avait envoyé, parce que c'était le même que son ex-PN lui avait envoyé, à elle 3 mois plus tôt. Elles se parlent, elles comparent, elles fuient, et elles préviennent les suivantes. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé de contacter une nouvelle proie de ton PN. À ce stade, son image publique, elle est en train de se désintégrer à vitesse grand V. Les amis communs, qui le défendaient encore il y a 1 an, commencent à prendre leur distance. Les collègues chuchotent. La famille, même la plus toxique, finit par se lasser de ramasser les morceaux. Et lui, au lieu de ralentir, il accélère encore. Il passe aux applications de rencontres, en mode boost permanent. Il ment sur son âge, sur son statut, sur ses revenus. Il poste des photos retouchées.
Il invente des voyages qu'il n'a jamais faits. Tout ça pour une dose d'attention qui dure 24 heures, parfois moins. Un homme a écrit « En un an, il a eu 13 copines officielles sur Facebook. 13. Et à chaque fois, il changeait sa photo de profil le lendemain de la rupture, comme si rien ne s'était passé. » C'est l'addiction pure. Il consomme des êtres humains comme on descend une bouteille de whisky en pleine descente. Et plus il va vite, plus il fait des erreurs grossières. Il oublie les prénoms. Il envoie le mauvais message à la mauvaise personne. Il se fait griller en train de parler à 3 filles en même temps, dans le même bar. Certaines nouvelles proies, loin d'être naïves, le prennent en photo en train de mentir et balancent tout sur les réseaux. Son nom commence à circuler dans les conversations, comme un avertissement. Attention, lui c'est un gros dossier. À chaque fois qu'une nouvelle le quitte, il perd un peu plus de ce qui lui restait de crédibilité sociale. Il n'est plus le séducteur intouchable. Il devient le mec, ou la femme, dont tout le monde parle en disant « pauvre type ». Dans la prochaine partie, tu vas voir exactement ce que ça lui coûte à long terme, santé physique, qui est irrémédiablement abîmée, des finances en ruine, l'isolement total, et surtout l'impossibilité définitive de reconstruire quoi que ce soit de sain. Et tu comprendras pourquoi, paradoxalement, c'est quand il touche le fond que certains essaient une dernière fois de revenir vers toi. Ce qui arrive ensuite n'est plus seulement psychologique, c'est organique, financier, social, et surtout irréversible dans la grande majorité des cas. Quand le cycle infernal dure depuis des mois ou plusieurs années, le corps et la vie entière du pervers narcissique commencent à payer une addition qu'il avait toujours réussi à faire régler par les autres. Cette fois, il n'y a plus personne pour porter la facture. Sur le plan santé, les études sont claires et effrayantes. Le stress chronique extrême, combiné à un mode de vie devenu chaotique, alcool, drogue, nuit blanche, hypersexualité à risque, absence d'alimentation équilibrée, déclenche des pathologies lourdes et précoces. On observe chez les narcissiques en collapse prolongé des maladies cardiovasculaires avant 50 ans, des crises cardiaques, des AVC, des hépatites alcooliques ou médicamenteuses, des cancers à évolution rapide, notamment le côlon, le pancréas, liés au cortisol permanent, des troubles auto-immunes, fulgurants, polyarthrite, spondylarthrite, rectocolite hémorragique, et surtout un effondrement du système immunitaire qui fait qu'un simple rhume peut dégénérer en pneumonie grave. Des thérapeutes spécialisés dans le TPN rapportent que certains de leurs patients narcissiques décèdent entre 45 et 55 ans d'une cause qui aurait été bénigne chez une personne normale. Le corps, littéralement, se suicide à petit feu parce que l'esprit refuse toujours de regarder la vérité en face. Financièrement, c'est la descente aux enfers. Pour maintenir l'illusion de grandeur, il continue à dépenser sans compter. Nouvelle voiture, en leasing, qu'il ne peut plus payer. Hôtel 5 étoiles pour impressionner des proies qui partent au bout de 3 jours. Des cadeaux hors de prix. Soirées. Chirurgie esthétique. Ou des abonnements à des clubs privés. En parallèle, il perd souvent son emploi ou voit ses revenus chuter brutalement à cause de son comportement éradique. Résultat, saisie, huissier, interdit bancaire, expulsion. Des victimes qui ont été accompagnées, il y a un exemple. Un ancien chef d'entreprise, avec 15 000 € par mois, s'est retrouvé à 41 ans à dormir dans sa voiture, avec 180 000 € de dette et 3 procédures judiciaires en cours. Lui qui se moquait d'elle parce qu'elle faisait attention à ses dépenses, c'est un peu le comble. L'isolement, lui, devient total et définitif. Au début, il a encore quelques amis volants ou membres de la famille qui ramassent les morceaux, par habitude ou par peur. Même les plus toxiques finissent par se lasser quand ils réalisent qu'ils sont devenus, eux aussi, des sources d'approvisionnement à vider. Un jour, plus personne ne répond à ses appels à 4 heures du matin. Plus personne n'accepte de lui prêter de l'argent, juste pour passer le mois. Plus personne ne veut entendre ses théories sur toutes les folles qui l'ont détruite. Il se retrouve seul avec lui-même. Et c'est là que certains touchent le fond absolu, avec la fausse tentative de suicide. Ou réelle cette fois. Fugue, disparition pendant plusieurs jours, internement psychiatrique forcé. Sam Vaknin, qui a survécu lui-même au collapse, dit cette phrase glaçante. Le narcissique ne meurt pas quand il perd tout le monde. Il perd quand il se retrouve face à ce qu'il a toujours fui. Le vide qu'il porte en lui depuis l'enfance. Et le pire, c'est qu'à ce stade, même s'il voulait changer, il ne sait plus comment faire. Il n'a jamais développé les outils émotionnels nécessaires. Pas d'introspection, pas d'empathie, pas de résilience. Ce qu'il sait faire, c'est manipuler. Et quand plus personne ne se laisse manipuler, il ne lui reste rien. Certains finissent en institution psychiatrique, forcés pour une longue durée, d'autres en prison pour des actes impulsifs, commis sous l'effet de la rage, de la drogue, de l'alcool. D'autres
Encore vont errer de squat en squat, jusqu'à ce que leur corps lâche. Une femme qui a écrit 10 ans après « Je viens d'apprendre qu'il est mort seul dans un studio de 12 mètres carrés. Personne n'a réclamé le corps. » La fin logique quand on a passé sa vie à détruire les ponts derrière soi. Avant de passer à la dernière partie, je voudrais que tu prennes un instant pour t'abonner et pour laisser un like si c'est toujours pas fait. Je t'en remercie. Dans cette dernière partie, tu vas recevoir les clés concrètes, précises et définitives pour que même s'il tente un utile overing, quand il sera au plus bas, il ne puisse plus jamais remettre un pied dans ta vie. Maintenant que tu as vu où il va finir, il est temps de blinder ta vie pour que même au bord du gouffre, il ne puisse plus jamais t'atteindre. Parce que c'est exactement quand il est au plus bas, malade, ruiné, seul, désespéré, qu'il devient le plus dangereux pour toi. C'est là qu'il va tenter le grand retour. Il va utiliser plein de moyens, notamment la lettre de 12 pages écrite à la main, l'appel d'un numéro inconnu en pleurs, le bouquet de fleurs livré avec la carte « Je vais mourir sans toi », le message suicidaire envoyé à 5 heures du matin. Tout ça, c'est calculé. Tout ça fonctionne encore sur certaines victimes, mais pas sur toi, plus jamais. Voici donc les 7 règles absolues et non négociables que tu dois graver dans le marbre dès aujourd'hui. La première, c'est le zéro contact absolu et éternel. Pas de message juste pour prendre de nouvelles. Pas de pour voir s'il va mieux. Pas de réponse même à un message d'excuse de 300 lignes. Bloque-le de partout, change de numéro si nécessaire, supprime les amis volants qui te servent encore d'antenne. Chaque micro-contact relance son espoir et prolonge ton propre trauma. Deuxième règle, c'est ne jamais répondre à la pitié. La pitié, c'est une arme ultime. Quand il t'enverra la photo de ses cachets, de son bras balafré, ou qu'il te dira qu'il a un cancer, vrai ou inventé, tu ne réponds pas. Tu envoies directement le message à la police ou aux urgences psychiatriques, si c'est grave, mais surtout, tu bloques. Tu n'es pas son ambulance émotionnelle. Troisième règle, tu documentes absolument tout. Chaque message, chaque vocal, chaque menace, tu les gardes dans un dossier sur le cloud, sécurisé, peu importe. Beaucoup de victimes qui sont accompagnées ont besoin de ces preuves des années plus tard pour une ordonnance de protection ou une plainte pour harcèlement. En 4, il faut créer un réseau de sécurité réel. C'est 2 ou 3 personnes de confiance qui savent tout et qui ont pour consigne de « si jamais tu faiblis et que tu veux répondre, elles t'appellent immédiatement et te lisent à voix haute les pires choses qu'il t'a faites. » Ça marche à tous les coups. C'est un rappel à la réalité. 5. Travaille sur la culpabilité résiduelle, celle qui te fait douter quand tu le vois au fond du trou. Thérapie, EMDR ou même des groupes de parole spécialisés. Tant que tu portes ne serait-ce que 1% de culpabilité, tu restes vulnérable. Et surtout, la culpabilité, c'est lui qui essaie de te faire croire que tu étais coupable, alors que c'était lui. Donc tu n'as pas de culpabilité à avoir. Tu n'es pas responsable de son vide intérieur. Tu ne l'as pas créé, tu n'as pas à le réparer. 6, c'est important, c'est arrête de suivre sa vie de loin. Pas de faux comptes, pas de story regardée en mode avion, pas de je demande juste à une amie commune. Chaque information que tu récupères est une dose de cortisol pour toi, une dose d'espoir pour lui, parce qu'il sait très bien que tu regardes. 7, construis une vie tellement pleine qu'il n'y a plus de place pour son fantôme. Nouveaux projets, nouveaux cercles, nouvelles passions, nouveaux amours sains. Quand ta vie déborde de joie réelle, son ombre devient ridicule. Si tu appliques ces 7 lettres à la règle, je te le garantis, même s'il tente le grand retour à genoux, même s'il pleure toutes les larmes de son corps devant ta porte, même s'il menace de se supprimer sur ton palier, il ne pourra plus jamais te récupérer. Tu seras devenu la seule personne qu'il n'a jamais réussi à détruire complètement. Et ça, pour lui, c'est la défaite définitive. Tu es libre, vraiment libre, et tu le resteras. Cette vidéo t'a ouvert les yeux. Si elle t'a donné ne serait-ce qu'1 gramme de force supplémentaire pour rester loin de lui, alors fais 3 choses tout de suite. Like cette vidéo pour qu'elle monte et touche un maximum de personnes qui ont besoin. Abonne-toi et active la cloche parce que je sors ça chaque semaine, du contenu aussi brut et aussi vrai. Surtout descends en commentaire, raconte-moi ton histoire. Quand as-tu su qu'il s'effondrait? Quel a été le moment où tu es devenu intouchable? Ou encore, pourquoi tu hésites encore à partir? Je lis absolument tout. J'essaye de répondre à beaucoup d'entre vous et vos témoignages aident des milliers de personnes qui se sentent encore une fois seules face à ça. Je peux aussi reprendre vos messages dans les prochaines vidéos que je raconterai. Tu n'es pas seul, on est des milliers. Alors, à la semaine prochaine, prenez soin de vous.